Bonjour, une nouvelle chronique philosophique qui va prendre comme sujet aujourd'hui la désobéissance civile. Alors, bon, ça ne va pas être une chronique philosophique qui va porter sur l'anarchie. Je ne vais absolument pas faire l'apologie de la désobéissance, mais davantage essayer de comprendre en fait deux points. Le premier point, c'est la raison pour laquelle on peut vouloir désobéir aux lois. Et le deuxième point, c'est bien entendu, est-ce que c'est une démarche qui est légitime en soi? Pour cela, il va falloir que je travaille sur des philosophes, mais ça me donne l'occasion de vous expliquer un peu mieux ce que j'attends d'une chronique philosophique. Ce n'est absolument pas un tuto, cette chronique. Je ne suis pas là pour vous expliquer les philosophes et je ne suis pas là pour vous faire un cours de philosophie. Toute la semaine, je suis professeur de philosophie. J'essaie de faire autre chose. Et donc, pour moi, l'essence même de la philosophie, l'intérêt même de la philosophie, ce n'est pas de lire les philosophes pour eux-mêmes, mais c'est davantage de utiliser ces philosophes pour comprendre un petit peu mieux la réalité. C'est la raison pour laquelle je suis parti, lorsque j'ai écrit cette chronique en 2017, d'un problème qui me préoccupait réellement, c'était le conflit entre la Catalogne et Madrid. Durant toute la fin de 2017 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours de cela, il y a eu un rassemblement d'indépendantistes catalans à Perpignan, je crois 100 ou 200 000 personnes qui se sont rassemblées. Et ça illustre en fait un problème beaucoup plus vaste, qui est la question de faut-il obéir à l'État? La Catalogne nous fait un peu peur. En 2017, elle a décidé d'organiser un référendum illégal, puis de proclamer une indépendance de la République Catalogne d'une manière unilatérale, faisant fi de toutes les menaces et de tous les ultimatums de Madrid. Et du coup, la question qui se posait en 2017, c'était étions-nous à la veille d'une nouvelle guerre civile en Espagne? Guerre civile qui a débouché dans les années 30, il y a de cela 90 ans, sur une longue période de dictature. Mais du coup, est-ce qu'on peut se révolter contre le pouvoir politique? Est-ce que se révolter contre le pouvoir politique, c'est la fin de la démocratie? Mais est-ce que l'Espagne est encore une démocratie lorsqu'elle refuse à une partie de son peuple de pouvoir s'exprimer? Mais les indépendantistes peuvent-ils violer la constitution espagnole, qui garantit un état de droit, c'est-à-dire des lois acceptées par tous et qui empêchent quiconque, au nom d'idées qui lui semblent légitimes, mais après tout le monde considère que ses propres idées sont légitimes, de prendre le pouvoir et d'imposer ses propres choix? Est-ce que le gouvernement d'une province autonome qui n'a pas respecté la Constitution doit être sanctionné? Pourquoi? Quel est l'argument de Madrid? Quel est l'argument de Barcelone? Est-ce que, tout compte fait, tout cela, ce n'est pas un dialogue de sourds? Bon, alors bien entendu, on n'y peut rien, je ne fais absolument aucun appel politique derrière tout cela, et surtout, je ne pense pas que c'est l'occasion de cultiver la nostalgie des États autoritaires qui ont existé au XXe siècle, mais c'est l'occasion de se poser une question sur l'avenir de l'Europe. Est-ce que l'avenir de cette Europe, ce sont des nations constituées, centralisées, avec des gouvernements qui décident tout à la place des citoyens, ou est-ce que ça pourrait être une Europe des grandes régions? Bon, débat très très complexe. Mais ça pose quand même une question. Comment inventer une identité européenne alors même que les identités nationales posent problème dans un certain nombre de régions de l'Europe? Mais en même temps, il n'y a rien de plus irrationnel, affectif, passionnel que cette question de l'identité. Donc je ne vais pas trop me lancer dans cette idée-là, je vais juste revenir à la question première que je venais de vous donner. Pourquoi doit-on obéir aux lois venant de l'État? En France, le problème se pose de manière différente. Nous sommes un pays centralisé, Paris gère naturellement tout ce qui se passe en France. Alors quand je dis naturellement, c'est parce que c'est inscrit dans nos gènes depuis la monarchie absolue de Louis XIV. Néanmoins, on peut tout de même poser la question. Pourquoi doit-on accepter d'obéir à toutes les lois? Nous sommes en 2020, au mois de mars 2020, et durant tout l'hiver, il y a eu toute une série de contestations sur les réformes que le gouvernement voulait imposer au peuple français, notamment la réforme sur les retraites, mais pas uniquement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas préférer une forme d'anarchie, d'autogestion, où chacun pourrait décider de son propre destin en bonne intelligence avec ses voisins? La philosophie, bien entendu, s'est toujours posé ce genre de questions, au moins depuis Platon et Aristote, c'est-à-dire depuis 2600 ans. Aristote, le philosophe macédonien, qui définissait l'homme comme un animal politique, pas simplement un animal grégaire ou un animal social.
un animal politique, c'est-à-dire un animal qui recherche une vie bonne. Être humain, c'est vivre au sein d'une organisation politique. Nous ne sommes pas simplement des fourmis qui sommes rationnellement organisées, mais nous sommes des êtres humains qui débattent pour essayer d'avoir la meilleure vie possible. Et l'histoire contemporaine nous a montré que la question de la révolte, la question de la révolution, de peuples entiers qui ont décidé de refuser une autorité politique, fait partie de l'existence politique des êtres humains. Ne serait-ce que le peuple français, qui entre 1789 et 1871 n'a pas fait moins que de 4 révolutions, entrecoupées par une restauration, mais aussi 2 coups d'État. C'est pour le moins la preuve que la question de la révolution, de la révolte, de la désobéissance est une question politique éminemment intéressante et qui en tout cas a produit des événements historiques majeurs. Alors, ce qui est un petit peu moins connu en France, c'est que nous ne fûmes pas les premiers à nous lancer dans une volonté systématique de renverser le pouvoir. 150 ans avant nous, les Anglais coupèrent la tête de leur roi, Charles Ier, à l'issue d'une guerre civile en 1649. Épisode très méconnu, je sors de mon domaine de compétences, je ne suis pas historien, mais sachez simplement que les Anglais ont refusé que leur roi, Charles Ier, ait un pouvoir absolu. S'en est suivi une guerre civile, on a décapité la tête du roi, puis on a établi une république très autoritaire pendant 10 ans, la République de Cromwell, et 10 ans après cela, les Anglais, ne supportant plus cet autoritarisme, ont décidé de faire une deuxième révolution en 1660, et ils ont établi ce que l'on appelle la monarchie constitutionnelle, régime stable s'il en est, qui a existé jusqu'à aujourd'hui, mais qui est remarquable par l'adoption de ce que l'on appelle the Bill of Rights, c'est-à-dire la liste des droits individuels que l'État doit respecter. Étonnant, un chef d'État qui doit respecter les droits de chacun de ses citoyens. Et si c'était ça à la base de la paix civile, le nœud qui permet la cohésion entre, d'une part, le peuple, la société et l'État. Alors pour pouvoir réfléchir à toutes ces questions-là, j'ai décidé de me référer à un philosophe qui a connu cette époque de grands troubles au Royaume-Uni, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, qui est un philosophe donc contemporain de Charles Ier, et qui fut si frappé par les événements auxquels il assista qu'il décida d'analyser les raisons pour lesquelles un peuple accepte d'obéir aux lois, et la raison pour laquelle à un moment donné il n'accepte plus, et il fait la révolution. Et pour cela, il va suivre une méthode très originale, qui est l'analyse, du moins essayer d'imaginer les origines du monde politique. Que s'est-il passé lorsque les hommes décidèrent, il y a des milliers d'années, d'inventer les lois et l'État, eux, pour reprendre une formule de Thomas Hobbes, qui par nature aiment avant tout la liberté. Cette théorie, c'est ce que l'on appelle en philosophie la théorie de l'état de nature. Et Thomas Hobbes l'a décrit dans un livre qui s'appelle Le Léviathan, écrit en 1751. Le Léviathan, c'est un livre de philosophie relativement massif et qui correspond très très bien au XVIIe siècle. À cette époque-là, les philosophes tâchaient de produire des œuvres systématiques, c'est-à-dire qui expliquaient la totalité de la réalité. Et Thomas Hobbes, dans le Léviathan, c'est un livre politique, mais il explique aussi qu'est-ce que la nature humaine, il explique ce que c'est que la vérité, et il va essayer de relier toutes ces idées pour pouvoir décrire cette structure qui est au-dessus de la société, qui s'appelle l'État. Mais avant cela, il va tâcher de répondre à la question qu'il s'est posée, pourquoi est-ce que les hommes ont inventé les lois? Sa réponse, elle est très simple. Je vous cite Thomas Hobbes, c'est pour s'arracher à ce misérable état de guerre qui est la conséquence nécessaire des passions naturelles des hommes. Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Phrase très célèbre qui n'est pas tout à fait de Thomas Hobbes, il la reprend mais il l'a largement popularisée. Alors pourquoi l'homme est un loup pour l'homme? Eh bien, c'est pas parce que l'homme est égoïste, c'est pas parce que l'homme est méchant, mais parce que l'homme est dominé par une dimension irrationnelle avec un triptyque très important, la fierté, la jalousie, la haine, la peur des étrangers sont les passions qui empêchent les individus de vivre libres et en paix s'il n'y a pas au-dessus d'eux une autorité qui va les obliger à se respecter mutuellement. Alors qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça veut dire que les hommes ne peuvent pas vivre en paix sans loi.
tout simplement. L'État, pour Hobbes, doit être une structure qui utilise la peur des châtiments pour obliger les hommes à vivre en harmonie malgré eux. Totale schizophrénie. Les hommes auraient donc inventé un outil monstrueux, l'État, pour réprimer leur penchant naturel à s'entretuer. C'est pour Hobbes le fondement de ce qu'il va appeler un contrat social entre les hommes et leur structure politique. D'une part, les hommes acceptent de perdre leur liberté, mais d'autre part, l'État doit les protéger des autres citoyens, de leurs voisins. Et pour cela, les hommes veulent que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité. L'égalité dans l'obéissance. D'où l'interdiction, décrite par Thomas Hobbes, de toute forme de sédition ou même de contestation de l'État. Il faut que les hommes obéissent aux injonctions de l'animal à sang-froid, métaphore idéale de l'administration centralisatrice et parfois totalitaire qui surveille et régule nos existences de pauvres pêcheurs, c'est-à-dire l'État. Le Léviathan est un monstre marin qui est décrit dans la Bible et je pense que la pieuvre est la meilleure représentation de ce pouvoir tentaculaire. Alors pour que ce contrat social soit valable, Hobbes va se faire le théoricien d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir sans partage, d'un État centralisateur. Et si on extrapole jusqu'aux événements modernes, voilà pourquoi les Catalans devraient obéir à Madrid, pour permettre le maintien de la paix et de la cohésion. Il ne peut n'y avoir qu'une seule tête. Mais cette perception des événements est pour le moins unilatérale. Elle implique deux points qui peuvent être relativement contestables. D'une part, le premier point, ça voudrait dire que l'État ne peut jamais se tromper. D'autre part, deuxième point, ça voudrait dire que les hommes sont incapables de décider par eux-mêmes. Mythe de l'État paternaliste face à des enfants irresponsables et immatures. Honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, pour reprendre le cas de la France, mais je pense qu'en Espagne, je ne connais pas en détail ces questions-là, mais ça doit être à peu près pareil, il y a une instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, dans la plupart des pays développés. Et le résultat, ça serait que les individus auraient un jugement si faible qu'ils ne seraient pas capables de penser par eux-mêmes, qu'ils ne seraient pas capables de s'autodéterminer. Je répète, tout cela ne serait-il pas qu'une forme de mystification? Alors, pour travailler ce renversement que je vous propose, je vais me référer à un autre philosophe, à un autre penseur, mais cette fois-ci, il n'est pas anglais, il est américain, il n'a pas vécu au XVIIe siècle, il a vécu au XIXe siècle, et il s'appelle Henry Thoreau, ou Henri Thoreau, si vous voulez utiliser la prononciation française. Henry Thoreau fut le témoin à la fois de l'ignoble esclavagisme contre lequel il lutta, puisqu'il s'engagea contre cet esclavagisme du XIXe siècle aux États-Unis, et en même temps il assistait à la naissance des États modernes qui cultivaient une forme de despotisme doux, pour reprendre la formule de Alexis de Tocqueville, philosophe français contemporain de Thoreau. Et concept qui peut se résumer par « ne pensez pas, ne contestez pas, l'État est là pour décider à votre place ». Thoreau était un révolté dans l'âme. Et il écrivit en 1841 un livre devenu très célèbre, La désobéissance civile. Voilà ce qu'il écrit dans ce livre. Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. Cette phrase pourrait devenir le chant de tous les peuples et de tous les individus qui se sentent oppressés face à l'État. Elle soutient l'idée que l'État peut être une machine absurde et criminelle. Les individus ont seuls une forme de raisonnement rationnel, selon Thoreau. L'administration, elle, n'est qu'un système qui applique des règles aveuglement. Donc, tout État devrait écouter les citoyens dont il a la charge de protéger, lorsque ceux-ci l'interpellent et dénoncent des injustices. Le fait est, c'est que c'est rarement le cas, et aujourd'hui encore, on le voit très bien en France. A l'inverse, l'État donc a plutôt tendance à réprimer toute forme de critique, toute velléité de critique face à son action, comme si l'État était Dieu. Face à ce mur sourd et aveugle, les individus ont deux choix. Soit ils attendent en espérant que le futur leur donnera raison, soit ils se révoltent. La thèse de Thoreau est bien entendu qu'il faut se révolter. Car non seulement il ne faut pas s'attendre que l'État nous écoute,
Mais il ne faut même pas attendre de l'État le moindre des progrès sociaux. Ce n'est pas dans sa nature, qui est à l'inverse toujours conservatrice des équilibres sociaux existants. Pour Thoreau, c'est même la manière que la société a de progresser. Un grand homme est toujours à l'origine un homme qui a désobéi à l'État, car les lois lui semblaient injustes. Thoreau, dans son ouvrage, s'appuie sur des exemples, pour le moins célèbres, le Christ, Copernic, Martin Luther, Washington, Franklin, parmi les deux pères fondateurs des États-Unis. Le point commun entre toutes ces personnalités, c'est qu'ils furent pourchassés, emprisonnés, parfois exécutés, pour avoir voulu s'opposer au pouvoir en place. Et l'histoire regorge d'exemples du même acabit. Au XXe siècle, nous pouvons rajouter les exemples de Mandela face à l'apartheid, du manifeste des 343 salopes en 1971 pour l'IVG, et des lanceurs d'alerte face à l'omniscience de l'État. Le plus célèbre d'entre eux, Edward Snowden, a dénoncé le pouvoir des écoutes de la NSA et a dû fuir les États-Unis, pays dit démocratique, pour se réfugier en Russie, le monde à l'envers. Mais soyez sûr que ce jeune homme sera à l'avenir le symbole de la liberté face au pouvoir de plus en plus grand des GAFA. Ce totalitarisme nouveau qui a réussi en quelques années ce que le KGB et la Stasi n'ont pas réussi à faire pendant des décennies. Surveiller tout le monde en permanence. Alors, je reviens à Henry Thoreau et à la lecture de son texte. Il s'interroge. Pourquoi l'État n'a-t-il pas d'égard pour sa minorité éclairée? Pourquoi pousse-t-il des hauts cris et se défend-il avant qu'on le touche? Pourquoi n'encourage-t-il pas les citoyens à rester en alerte pour lui signaler ses erreurs et améliorer ses propres décisions? Réponse, et là c'est moi qui donne la réponse en interprétant le texte de Thoreau, car l'État est jaloux de son pouvoir. Il ne veut pas partager. Tout compte fait, l'État a les mêmes défauts que les individus et est dominé par sa soif du pouvoir. Donc la question catalane, pour revenir à notre première question, ne doit pas être vue uniquement sous l'angle de la question de l'identité. C'est aussi en lien avec la question du rapport de force. Celui d'individus qui veulent exercer leur droit à l'expression et qui aimeraient organiser un référendum face à un État qui ne veut pas que ses citoyens s'expriment. Tout honnête homme comprend que ce qui fut possible, par exemple entre l'Écosse et Londres, lorsque fut organisé un référendum en 2014 sur l'indépendance de l'Écosse, le non l'a emporté et l'Écosse fait encore partie du Royaume-Uni, devrait l'être également entre Barcelone et Madrid. Les exemples du passé servent d'alerte. L'État qui réprime est rarement dans le sens de l'histoire et du progrès. Ça ne veut pas dire que toutes les régions d'Europe devront à terme être indépendantes, hein, je ne rentre absolument pas dans ce genre de débat-là. Mais chaque citoyen européen devrait pouvoir avoir le droit d'exprimer ses idées politiques au sein d'une démocratie moderne. Cela dit, cette question, je l'aborde régulièrement avec des élèves et j'organise une forme de sondage lorsque j'ai fini de leur exposer la théorie de Thomas Hobbes et celle d'Henry Thoreau. Et ce qui me surprend, c'est que régulièrement, tout compte fait, les avis sont très partagés. Il y a beaucoup d'élèves qui expliquent qu'entre choisir une liberté qui va leur permettre de s'exprimer, mais qui va remettre en cause la sécurité et la stabilité de la société, et une paix qui leur permet d'avoir une vie individuelle tout à fait stable, tout compte fait, la deuxième solution ne leur paraît pas si horrible que ça. Donc, le débat reste d'actualité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette chronique va susciter en vous d'autres questions et d'autres débats. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, mais surtout, n'hésitez pas à aller lire cette chronique, le texte. Hein, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique philosophique. Au revoir.